adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette, dans cet épisode, manger au restaurant n'a jamais coûté aussi cher. Est-ce devenu un luxe? Les débris du sous-marin Titan sont finalement sortis de l'eau. Place à l'enquête. Terminer le partage des cartes de membres chez Costco et encore une gaffe pour le président Joe Biden. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Salut Jean-François. Salut Florence. Manger au restaurant est rendu de plus en plus cher, même carrément devenu un luxe pour plusieurs Québécois. Une analyse du Journal de Montréal montrait, il y a 6 mois, que le petit déjeuner n'avait jamais été aussi cher en raison du prix des aliments classiques du matin, comme le pain, les œufs, le lait, qui avait augmenté avec l'inflation. Et inévitablement, le prix des aliments fait monter aussi le prix des assiettes au restaurant d'environ 9 % depuis 1 an. Et le journal est allé à la rencontre de gens qui ont fait part des prix de leurs plats lorsqu'ils venaient de sortir du restaurant. Je vous en nomme quelques-uns. Une assiette de bénédictine qui est rendue à peu près à 22 $. On pouvait voir là, à peu près 15-16 $ avant, qui est rendu à 22 $. Un trio Big Mac qui est rendu à peu près 13 $ et un pad thai du Thai Express à 14 $. C'est certain que ça frappe quand tu vois que le salaire minimum est à 15 et 25 $ et qu'un trio Big Mac coûte 12,87 $. Tu dis que le salaire minimum paie à peine un trio Big Mac du McDo. Ouais. Moi, j'ai une petite famille. Là. On est 4. J'ai mon est-ce que vous allez au fils qui restaurant? mange beaucoup. Et pour vrai, on est rendu, puis j'ai lu cet article-là, on est rendu à le prévoir. T'sais, c'est sûr qu'il arrive de quoi, c'est la fête à quelqu'un, on va pas y aller. Là. Mais je calcule que moi et ma blonde, on fait un bon salaire, qu'on gagne bien notre vie. Et c'est rendu qu'on fait comme on a mangé au resto hier. Ça ira la semaine prochaine pour le prochain resto. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus accessible. C'est parce que, surtout si tu veux manger, je veux dire, à ta faim, là, comme moi, mon gars, il mange beaucoup, là, il est dans la fleur de l'âge. Tu veux laisser tes enfants choisir ce qu'ils veulent sur le menu. Ouais, tu fais crime. Ça... Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, il y a des soirées à rabais, il y a des trucs comme ça, puis c'est comme ça qu'on y arrive. Et moi, ce que je remarque avec mes amis, c'est que de plus en plus, les gens vont aller chercher et le manger à la maison. Parce que là, tu sauves le vin, tu sauves le breuvage, tu sauves une partie du pourboire. Parce que, tu sais, des fois, on en laisse quand on va chercher notre boîte de peu importe ce qu'on a commandé, mais on va pas laisser le même montant que si on s'est fait servir pendant 1h30. Fait que oui, c'est devenu un luxe d'aller au resto. Puis là, je vois les vacances arriver. Une fois que tu as payé l'hôtel, le gaz, les activités, le resto en plus, c'est soirée. ça, tu peux plus vraiment t'en sortir avec une famille de 4 avec une facture en bas de 100 $. Là. Pour vrai, même pour le McDo, si tu calcules que ça revient à peu près à 20 $ par personne... Tu vas, moi, ça me coûte pas 20$, là, je mange pas tant que ça, mais quand même, si tu sors Ton de fils là, doit prendre le 20 croquettes, lui. Là. Si ça t'a coûté 60-75 $ pour manger au McDo, tu fais « Ah, Colin, là, c'est une bonne... On aurait pu faire d'autres choses avec cet argent-là. » Mais ce qui me fait capoter, puis moi, ma fille travaille dans un resto, c'est que c'est plein. Tout le monde dit que c'est cher, tout le monde dit qu'il y a l'inflation, mais promène-toi un jeudi, un vendredi, un samedi, là, peu importe où, là, dans les coins où il y a beaucoup de restos, c'est noir de monde. Les gens, ils vont même si les prix augmentent. Mais quand tu te rends compte qu'un déjeuner te coûte 22 $ sans le type, c'est beaucoup là, d'argent pour aller déjeuner seulement au restaurant. Oui, mais va dans un resto à déjeuner. Là. Je te dis, samedi matin, là, fais le test, sors, puis rends-toi dans un Exquis Expectation, Cora, peu importe de ce monde. C'est plein. Puis là, il y a le petit jus smoothie à 8,95 $. Ouais. Les gens se paient ça. En tout cas, je ne sais pas comment ils font. Mais je trouvais ça intéressant dans l'article parce qu'on expliquait que selon Restaurant Canada, le contexte demeure quand même difficile pour les restaurateurs parce que, comme tu l'as dit, il y en a beaucoup qui essaient d'accommoder les familles. Ils veulent encore donner des offres aux gens pour attirer. Donc, ils font des soirées à rabais, comme la Cage, le dimanche, offre les repas aux enfants à 3 $. Il y a les 3 brasseurs qui offrent aux enfants le dimanche aussi un repas gratuit à l'achat d'un repas d'adulte. Donc, il y a beaucoup de restaurateurs qui perdent de l'argent avec leurs offres, mais ils disent on n'a pas le choix d'en faire parce que sinon, on attire un peu moins de clients. Donc, je serais curieuse, moi, de savoir les plus gros restaurants, si c'est quoi un peu leur chiffre d'affaires? Est-ce que ça ressemble avant la pandémie ou pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils perdent de l'argent, mais comme tu le dis, les restaurants sont pleins. Oui. Ben, moi, je pense qu'il y en a qui en font de l'argent. Là, moi, j'ai toujours entendu dire que tu travaillais fort en restauration, mais quand ton restaurant fonctionne, c'est très payant. Puis, tu sais, la Cage au sport, c'est le menu pour enfants qui est à 3 $. Là. Tu peux pas piger dans le menu. Fait qu'une assiette de frites puis de croquettes,
D'après moi, ça coûte pas bien plus que 3 $ si, en échange, tu as papa et maman qui prennent de la bière, des côtes levées. Ouais, puis, c'est sûr. Ouais, c'est ça. D'après moi, c'est l'équivalent du popcorn. On va le voir dans les prochains mois si les gens ça continue de monter. Peut-être que les gens vont se mettre à moins y aller, mais t'as quand même raison que les rues sont remplies quand tu te promènes à Montréal dans les restaurants puis que les gens continuent à y aller. 43% des Québécois, donc un peu moins de la moitié, qui ont acheté une première propriété, ont dû opter pour un quartier ou une région plus abordable que l'endroit où ils voulaient s'établir initialement en raison des conditions économiques difficiles, selon un récent sondage que Royal Lepage a sorti. Donc, en plus de ça, que plus de la moitié des Québécois ont dû opter pour un quartier différent de ce qu'ils espéraient, il y a 29% des acheteurs québécois qui ont été interrogés dans le sondage, qui ont dû choisir une plus petite maison de ce qu'ils voulaient au départ. Et aussi, 8% d'entre eux ont dû demander de l'aide financière à un de leurs proches pour pouvoir compléter leur achat. C'est quand même pas rien. Pourtant, quand on regarde l'accès à la propriété dans le pays, on dit qu'au Québec, c'est la province qui est la plus facile en termes de propriété, d'accès à la propriété, en fait. Donc, j'imagine même pas regarder les provinces ailleurs, à quel point ça doit être difficile si seulement au Québec, 8% doivent demander là, à leurs proches, papa, maman, tante, de leur prêter de l'argent. Et je suis allée voir les dernières données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec pour savoir un peu combien ça coûte une maison au Québec moyennement. Donc, on dit que c'est environ 415 000 $. Ça, c'est un prix moyen pour partout au Québec. Si on achète en copropriété, c'est 366 000 $. Donc, ça a bondi en seulement un an de 14 %. Et là, 415 000 $, c'est le prix vraiment pour une moyenne de partout au Québec. Si on regarde juste dans la région de Montréal, le prix a vraiment augmenté en un an. Avant, il était à 710 000 et là, il se situe à 723 000 en seulement un an. Et j'ai été surprise, Jean-François, par le prix des maisons à Gatineau. Une maison unifamiliale qui est 445 000 $ en moyenne. Pour Gatineau, on est quand même assez loin de la métropole. Oui, mais à Gatineau, il y a quand même plusieurs personnes assez fortunées. C'est une ville de fonctionnaires. Tu es collé, en plus de ça, sur l'Ontario. Il y a de très, très belles propriétés à Gatineau. C'est une population, je pense, qui est quand même assez bien nantie. Donc, c'est quand même c'est un gros montant. Vraiment, je regardais le tableau que vous pouvez aller voir dans le Journal de Montréal. Les prix ont vraiment augmenté. Puis c'est au Québec. Au Québec, c'est dans les Basses-Laurentides, la vaste couronne nord de Montréal et Laval qui ont connu là, les plus grandes hausses de prix dans les dernières années. Puis en parlant de logement, il y a des représentants de 14 des plus grandes villes du Québec, dont Laval, Québec, qui se sont mobilisés pour faire front commun contre la crise du logement. Donc, dans une lettre ouverte publiée mercredi, ils réclament la création d'un registre obligatoire des loyers, qui serait une mesure concrète là, pour lutter contre la montée des prix. Ce qu'il y aurait dans ce registre-là, c'est des montants. On voudrait savoir les montants qui ont été demandés auparavant par les propriétaires et les montants qui sont demandés actuellement pour faire un comparatif. Est-ce qu'un propriétaire a choisi d'augmenter juste pour augmenter? Donc, on puisse voir ça. Et l'organisme Vivre en Ville a déjà créé ce registre-là il y a quelques semaines. Donc, le gouvernement ne peut pas nous dire en ce moment c'est quelque chose de vraiment compliqué à créer, on ne va pas être capable. Il est déjà fait. Puis l'organisme Vivre en Ville offre même au gouvernement de leur donner leur registre pour qu'eux puissent ajouter leurs données. On peut écouter un extrait d'Adam Mongrain, directeur de Vivre en Ville. La proposition de le donner au gouvernement. Il a coûté environ 2 millions à faire. Donc, on n'a plus besoin de le construire. Puis maintenant, quand on dit on va le donner au gouvernement, mais on ne veut pas le déposer nécessairement sur le bureau d'un fonctionnaire qui s'y attend pas. Nous, on va prendre en charge l'opérationnalisation pour une période de test. Puis, si ça ne marche pas, on n'insistera pas. La seule chose qui manque en ce moment, c'est des données gouvernementales pour le faire fonctionner. Donc, on l'entend expliquer qu'eux sont prêts à aider le gouvernement. Ouais. Tout ce qui manque, en fait, pour que ça puisse fonctionner, c'est les données gouvernementales. Donc, eux sont prêts, le registre est fait. Donc, ce ne serait pas trop compliqué. Ça va être à voir si le gouvernement va être ouvert de son côté à se faire aider par un organisme. Mais je pense que ce serait vraiment une bonne idée en ce moment. On ferait un pas dans la bonne direction. Ben, en tout cas, il faut trouver une solution. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne peut pas continuer à monter comme ça, autant au niveau des loyers que des propriétés, parce que les jeunes qui arrivent, je ne sais pas comment ils vont faire pour s'acheter des maisons, se faire un patrimoine familial. Et l'autre affaire, tu sais, dans cette nouvelle-là, de dire qu'on change de secteur, ça veut dire que peut-être tu travailles à un endroit, mais puisque tu ne peux pas acheter une maison dans cette ville-là ou les environs parce que c'est trop cher, tu t'en vas rester plus loin. Donc,
tu vas t'acheter une voiture et tu vas polluer avec ta voiture. Fait que, tu sais, on dit qu'il faut aller vers le transport en commun. On augmente les prix. Réduire nos maisons, réduire notre kilométrage qu'on fait. Mais en même temps, si on ne peut pas se loger près de notre travail, tout est dans tout, comme on dit. Non, c'est certain. Je pense que ce serait vraiment un pas dans la bonne direction. Surtout que là, il n'y a pas d'excuse que ça va être compliqué, ça va être long. C'est fait. Tout est fait. Il manque seulement les données du gouvernement. Donc, ça va être à voir là, dans les prochains jours si le gouvernement va accepter l'offre de Vivre en ville. Les talents de comédienne d'une aînée de 86 ans et la vigilance d'une employée d'une caisse populaire ont permis aux policiers de la Sûreté du Québec de mettre la main au collet de 2 fraudeurs. Je vous raconte l'histoire là, qui est complètement hallucinante. La victime a presque été arnaquée pour près de 7 000 $ quand même avec le stratagème qui se nomme la fraude grands-parents. C'est quoi ça? C'est une fraude par téléphone assez commune où des gens tentent de se faire passer pour un membre de votre famille en disant que quelqu'un est en détresse et a un besoin d'urgente d'aide financière. C'est vraiment une fraude qui est super populaire. Je dirais la plus utilisée en ce moment au Québec. Dans ce cas-ci, on s'est fait passer pour un avocat qui voulait défendre le petit-fils de la dame en disant, là, on a besoin de près de 7 000 $ pour une caution. Exactement. La grand-mère de 86 ans s'est fait appeler, comme tu l'as dit, par un homme qui se faisait passer par un avocat disant que son petit-fils avait eu un grand accident puis qu'il fallait avoir un montant de 6 250 $ plus précisément, en coupure de 100 $. En même temps, qui demande un montant comme ça, un avocat en coupure de 100 $? Mais c'est certain. Oui, mais là, on a été vers une grand-mère. Là. Oui, on l'apprend par les sentiments, avec un sentiment d'urgence, disant que c'est super grave. Donc, on lui a donné des consignes bien précises. Et la madame, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a raccroché? Elle est courue à la caisse populaire, super inquiète et super vive d'esprit. L'employé de l'institution financière a questionné la femme, disant pourquoi vous avez besoin de 6 000 $ coupés en coupure de 100 $. Elle s'est mise à soupçonner là, que la madame était victime d'une fraude. La madame était super inquiète, disant vite, il faut que vous me donniez l'argent, j'en ai besoin. Et la personne à la caisse a refusé de lui donner. Donc, une fois de retour chez elle, la dame a reçu la visite de sa fille. Et elle a communiqué directement avec les policiers après avoir entendu ce que sa mère lui a raconté, bien évidemment. Et après, les policiers sont arrivés chez la victime pour prendre la déposition de la dame de 86 ans. Et tout à coup, le fraudeur a rappelé. Et la madame, sur le coup, a vraiment super bien joué le jeu, disant qu'elle avait bien les 6 250 $ en main puis qu'elle était prête à lui remettre l'argent. Et les fraudeurs l'ont cru. Donc, quelques heures plus tard, une jeune femme de 19 ans a cogné à la porte et c'est les policiers qui lui ont répondu, lui ont passé les menottes. Et un peu plus loin dans le quartier, d'autres policiers montaient la garde et ont vu la voiture avec un jeune homme qui avait 23 ans, qui attendait, bien évidemment, l'autre jeune fille qui a été arrêtée. Et ils ont arrêté les 2 fraudeurs. Donc, je dirais facile comme ça, mais en même temps, ça n'arrive pas dans tous les cas là, que les fraudeurs se font prendre comme ça. Des jeunes fraudeurs en plus, 19 ans, 23 ans, mais il y en a 2 de moins en circulation grâce à la grand-mère qui a réussi à bien jouer la comédie quand même pour que les fraudeurs la croient au téléphone quand elle était entourée des policiers autour d'elle. Oui, il faut se surveiller. Il y en a de plus en plus. Puis chapeau à la dame de l'institution financière. Aussi. Parce que si elle y avait donné l'argent, si elle avait juste fait, bon, tu veux l'argent, tu l'as dans ton compte, lave-la, probablement que cette grand-mère-là se serait fait flouer. Puis moi, j'ai un ami à qui c'est arrivé à sa mère. Ah ouais. Lui, c'est une affaire de transfert bancaire. Puis quand il est retourné dans l'ordinateur, parce qu'il a parlé, sa mère parlait avec quelqu'un à distance, en tout cas, par plusieurs fois, tu sais. Puis ce que mon ami m'expliquait, c'est dans le fond, c'est pas un hacker. Il a pas hacké le système. C'est sa mère qui a volontairement fait le transfert. Puis quand elle a vu qu'il n'était pas capable, parce qu'on a une limite dans nos comptes de banque, elle est allée à l'institution financière, puis elle a fait le transfert. Donc, dans ce cas-ci, l'employé a été moins vigilant. Mais ce que la police a expliqué, c'est, dans le fond, il hack pas ton ordi, il hack ton cerveau. Non, c'est ça. Puis dans ce cas-là, l'institution financière ne peut rien faire parce que c'est toi-même qui a fait le transfert, qui a retiré ton argent en personne. Exactement. Donc, dans le fond, ils vont par l'émotion, ils vont à répétition, ils créent un lien de confiance, puis c'est comme ça qu'ils réussissent. Fait que, tu sais, mon ami m'a dit, dans le fond, ils ont rien piraté, là. C'est pas des pirates. S'ils ont piraté quelque chose,
c'est le cœur et la tête de ma mère. C'est assez incroyable, mais c'est rare des histoires de fraude qui finissent bien. Mais vraiment, le chapeau dans cette histoire-là à toute l'équipe. Et tant mieux à cette dame de 86 ans qui va pouvoir le garder, ses 6 200 $. Jean-François, est-ce que tu es un adepte de cinéma? Tu le dis, tu as 2 enfants, vous êtes 4 à la maison. Est-ce que tu es retourné depuis la pandémie? Est-ce que c'est une activité que Oui, on est vous retourné. faites? Mais j'ai remarqué qu'on est allé quand même moins souvent. Qu'avant. Parce qu'on s'est habitué, on dirait, aux différentes plateformes, puis à écouter ça à la maison. Nos habitudes, on peut dire, ont vraiment encore plus changé qu'il y a 3 ans. On est porté à rester à la maison, à écouter s'abonner au Netflix de ce monde, au Amazon Prime. On en a des applications pour écouter Ouais, puis là, tu te des dis, films. je paye déjà à la maison, je ne vais pas aller payer en plus au cinéma. C'est ça, avec les prix, on s'entend qu'un popcorn et une entrée au cinéma, c'est rendu aussi... ça a été victime de l'inflation, ça a augmenté. Et selon un rapport de l'Institut statistique du Québec, les Québécois ont renoué avec les sorties au cinéma en 2022, mais ne sont pas encore aussi nombreux qu'avant la pandémie. Je vous fais un comparatif. En 2022, ça a été environ 11 millions de personnes qui se sont rendues dans les cinémas du Québec. Et en 2019, c'était près de 19 millions. Donc, quand même, une grande baisse. Puis, c'était pas, Jean-François, parce que l'offre de films était moindre, qu'il n'y en avait pas. L'année 2022 a offert beaucoup de possibilités aux spectateurs, environ 485 nouveautés, soit 36 % de plus qu'en 2021. Après la pandémie, les gens disaient, là, je vais plus au cinéma parce que il y a pas beaucoup de films, il y a pas beaucoup de choix, il y avait moins de films québécois aussi. Là, en 2022, il y en a eu près de 500. Il y a eu aussi le succès 23 décembre qui a été présenté en salle, mais il y a quand même une baisse. Donc, ça va être à voir pour les... Moi, j'avais l'impression qu'il y en avait moins de films. Ouais. Parce que, tu sais, comme Netflix, ils en produisent des films, ils mettent pas ça il y en a au à chaque cinéma. semaine, donc des il y en a nouveautés. beaucoup. Mais comme présentement, tu vois, en fin de semaine, là, une petite journée de pluie, on voulait y aller, puis on a regardé, puis on se trouvait rien. Ou peut-être que c'est parce que c'est tous des films pareils, là, tu sais, Fast and Furious, 84 000 là, qui sont rendus, je pense. Tu sais, à un moment donné, peut-être qu'il manque de style de film ou des trucs un peu plus accrocheurs. Présentement, regarde au cinéma, là, c'est plutôt mince. Oui, mais c'est certain qu'il n'y a pas une offre autant grande que ce qu'on peut retrouver sur Netflix. Là, chaque semaine, tu ouvres l'application puis on te propose des nouveautés selon tes choix, ce que tu aimes regarder. Tes goûts. Mais je suis curieuse, moi, de savoir l'avenir des cinémas dans les prochaines années. Je ne suis pas vraiment retournée depuis, mais moi, des gens qui me parlent me disent que c'est quand même assez... C'est rare qu'il y ait des salles pleines, comme on retrouvait avant. Ah, vraiment? Ou que tu devais aller d'avance prendre ta place au cinéma pour être certaine de ne pas être prise en avant de l'écran. Là. Moi, je suis allé avec des salles pleines comme, mettons, Maverick, tu sais, Top Gun, là, ce genre de gros succès-là, mais qui touche un peu ma génération. Fait que la nouvelle génération, est-ce qu'elle est un peu moins portée par le cinéma? Il y a le coût, là, encore là, on en revient à une famille de 4. C'est pas long que ça t'a coûté 100 $ aller voir le film, là, si tu consommes le moindrement là-bas. Puis pendant la pandémie, il y en a plusieurs qui se sont achetés des écrans, qui ont grossi la télé, etc., etc. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, on faudrait bien rentabiliser ça. On l'a acheté. On enlève le cinéma de nos sorties. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Les débris du petit submersible le Titan, disparu près de l'épave du Titanic avec 5 personnes à bord la semaine dernière, ont été finalement repêchés et ramenés sur Terre mercredi après avoir remonté à la surface. Donc, les médias canadiens ont montré des morceaux de ce qui ressemblait être le nez et les parties de la coque du petit sous-marin. Donc, l'opération en mer, Jean-François, serait maintenant terminée. Il y a même un membre de l'équipe qui mentionne qu'il s'agissait de l'opération de sauvetage, de retrouver les débris, d'une opération super risquée pour une équipe qui a travaillé 24 heures sur 24 sans presque dormir pendant toute la durée des opérations. Donc maintenant, les équipes américaines, canadiennes rentrent dans leur pays. Là, ce serait vraiment terminé. C'est certain on continue l'enquête. Les parties du sous-marin vont être évidemment très bien inspectées pour essayer de comprendre. Mais tout ce qui est fait en mer serait terminé. Dans le fond, ce qu'on veut faire avec ces morceaux-là, c'est refaire le fil des événements. J'imagine qu'on va être capable de savoir... avec les vis, avec les coutures, ça, avec qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu arriver. Est-ce que c'est au début du voyage, à la fin du voyage? Puis peut-être trouver des futures solutions pour les gens qui vont vouloir y retourner. Parce que là, il n'y a pas personne qui va y retourner dans les prochaines semaines, mais un jour, il y a quelqu'un qui va y retourner. Mais on peut dire tant mieux que les équipes aient terminé de travailler en mer parce que les factures continuaient de monter. Tant que les gens étaient en mer avec les gros équipements pour remonter les débris à la surface, la facture montait. On estime à 20 millions ce que les contribuables canadiens et américains vont devoir payer. Donc,
tant mieux que ça a été retrouvé assez rapidement pour que finalement les enquêtes ouvertes par les États-Unis et le Canada puissent officiellement le commencer pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a causé l'implosion. Le Monde. Histoire complètement sordide qui s'est déroulée en Ukraine. Un travailleur humanitaire de 43 ans qui a été arrêté à la suite de ses manœuvres pour faire sortir un bébé de 11 mois d'Ukraine dans le but de vendre ses organes à des trafiquants. Je vous explique un peu comment il a opéré. Le suspect avait fait croire à la mère qu'il s'assurait que son bébé serait adopté dans un pays faisant partie de l'Union européenne pour qu'elle puisse le revoir, juste afin que son bébé soit loin de la guerre en ce moment. Elle lui donnait 5 000 $ pour prendre son bébé, l'amener dans une meilleure famille, puis qu'elle pourrait le revoir par la suite. Donner un futur, dans le fond. Exactement. Cette maman-là voulait bien faire. Là. Elle voulait bien faire parce qu'en ce moment, disons que les conditions en Ukraine pour élever son enfant sont vraiment pas super. Donc, il lui avait donné 1 000 $, lui promettait un autre 4 000 $ plus tard. Et l'homme comptait tirer avec la vente d'organes plus de 25 000 $ pour tous les organes de l'enfant. Et la mère du petit garçon... Donc, lui prenait l'enfant ouais. Et évidemment, n'avait pas l'intention de le donner à une meilleure famille. Avait l'intention de donner ses organes. Oui, avec l'intention, en fait, il était un peu l'homme au milieu de le donner à des trafiquants qui, eux, par la suite, allaient donner les organes de l'enfant. On écoute ça, on dirait vraiment que c'est un scénario de film. On a de la misère à comprendre que ça peut vraiment... que des gens peuvent vraiment faire ça pour une somme d'argent. Et la mère du petit garçon a décidé de le dénoncer parce que cet homme-là a été pris en flagrant délit en tentant de quitter le pays. Ça s'est rendu, là, évidemment, on essaie de retrouver les parents. La mère a été contactée. Puis finalement, là, la mère a décidé de le dénoncer. Donc, heureusement, cette histoire-là termine bien. L'enfant est maintenant en sécurité. Mais on a découvert, en interrogeant cet homme-là, qu'il avait déjà fait la même chose à 3 enfants, donc qui ont connu un destin différent que ce dernier enfant-là. Mais cet homme est enlevé de la circulation. Il est maintenant détenu pour trafic d'enfants et s'expose à une peine de 15 ans de prison. 15 ans seulement? Ouais, quand tu penses qu'il a tué 3 enfants et essayé de faire la même chose, c'est certain que... c'est pas beaucoup. Puis là, on essaie tout de même d'essayer de voir ce réseau-là, comprendre un peu à qui il allait donner, parce que lui, c'était la pièce de milieu dans ce réseau-là. Donc, ça va être à voir dans les prochaines semaines. C'est certain qu'on va en entendre parler, mais ça donne vraiment froid dans le dos. Horrible histoire. Une autre gaffe pour le président des États-Unis, Joe Biden, le président qui est maintenant âgé de 80 ans, se rendait à Chicago pour prononcer un discours. Et lors d'une entrevue, après son discours, où un journaliste lui a parlé du soulèvement de Wagner en Ukraine, il a complètement raté une réponse, Jean-François, malgré le fait qu'il y avait ces petites feuilles bien établies avec les réponses qu'il a à l'avance, que son équipe lui écrit. Donc, on a demandé à Joe Biden à quel point Poutine avait été endommagé à la suite du soulèvement avorté de ce week-end par le groupe Wagner. Et il a répondu, il est clairement en train de perdre la guerre en Irak. Il perd la guerre chez lui et est devenu un paria dans le monde. Là, vous comprendrez que c'est pas la guerre en Irak dont il parlait, mais plutôt la guerre en Ukraine. Ouais. Donc, on peut dire qu'il a encore échappé. Les rumeurs là, sont reparties de plus belle pour d'essayer de comprendre son état. Est-ce que Joe Biden serait correct pour la prochaine présidentielle? Il compte là, se représenter. Puis je vais vous dire un peu les derniers événements. En même temps, il aurait pu, je veux dire, on est jeunes, là, nous, puis on l'échappe de temps en temps. Là. Il aurait pu faire un petit lapsus. Oui, c'est peut-être juste un lapsus. Mais je comprends qu'à 80, un autre mandat qui l'amènerait à pratiquement 85... Ça fait sourciller un peu. C'est surtout que c'est pas la première fois qu'il fait un lapsus ou un événement de la sorte. Ah oui, hein? À la COP26 à Glasgow, il y a à peu près 1 an et demi, Joe Biden a été victime. En fait, on a vu les vidéos de flatulences vraiment peu discrètes en plein milieu d'un discours. Ah bon? Ensuite, il s'était aussi endormi au discours d'ouverture à ce même événement-là. Et le 1er juin dernier, là, ça fait réagir les images. On fait le tour du monde. Quand il est allé remettre un diplôme à des élèves de l'Académie de l'armée de l'air dans le Colorado, il est tombé là, carrément vers l'avant. On l'a vu trébucher. Là, il s'est repris. Puis après, son équipe a dit qu'il avait vraiment juste trébuché dans un sac noir qui traînait. Mais là, tout le monde se dit, s'il a vraiment trébuché ou il y a eu... il est arrivé quelque chose. Donc, plusieurs s'inquiètent de son état de santé, même si son équipe continue de répéter qu'il est en parfaite forme. Ben, c'est vrai qu'il est en forme quand même pour 80. Là. On souhaite tous se rendre à 80 comme Joe Biden. De là à diriger une des puissances mondiales pour un autre mandat, ce sera à suivre. Florence Lamoureux, merci beaucoup. C'était Tout savoir en 24 minutes.